What is a Guatemala? What is bugs? What is a Guatemala? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Boîte à malice particulière aujourd'hui puisque je vous propose de revenir sur quelques-uns des meilleurs moments de ces 2 derniers mois. Mais avant cela, ouvrons tout de même notre boîte à idées puisque de beaux rendez-vous culturels se profilent, à commencer par le Salon du Livre de la Jeunesse de Montigny-lès-Metz qui va se dérouler ce week-end. Un salon placé sous le thème du voyage. Un voyage qui a inspiré la trentaine d'auteurs et d'illustrateurs qui seront présents et avec qui vous pourrez échanger. Parmi eux, le parrain de cette nouvelle édition, Philippe Huget, qui n'a pas son pareil pour ciseler le papier et nous faire rêver. Le Lorrain Vincent Bailly sera également de la partie, ou encore la touche à tout Marie Myrgen. Autant dire que vous allez vous émerveiller à en prendre plein les yeux, sachant qu'en plus de cela, au programme, vous allez retrouver des ateliers artistiques, ateliers d'illustration, spectacles et expositions. Il faudra être à l'espace Europa de Montigny-lès-Metz samedi et dimanche à partir de 10h et jusqu'à 18h. Autre rendez-vous à ne pas manquer, l'ESAL, l'École supérieure d'art de Lorraine, vous ouvre ses portes samedi. L'occasion d'échanger avec le personnel et les étudiants présents sur place, mais aussi de découvrir les travaux de ces mêmes étudiants réalisés en collaboration avec les enseignants artistes. Au programme également des tables rondes, des visites guidées. L'ensemble du programme se dévoile sur le site de l'ESAL qui, je le rappelle, vous ouvre ses portes à Metz de 10h à 18h, samedi 26 février. Et poursuivons avec une touche de musique, voire 88 touches, puisque c'est la première nuit du piano qui se profile à l'Adagio de Thionville. Elle va réunir 3 pianistes virtuoses. La première, Aline Piboul, est reconnue pour sa puissante énergie mêlée d'une extrême sensibilité, dont elle joue pour interpréter un répertoire très large, allant des œuvres de Bach à des œuvres plus contemporaines. La seconde est la pianiste suisse Béatrice Beyrout, qui de son côté est considérée comme la pianiste la plus talentueuse de sa génération. Bardée de prix, elle se produit dans le monde entier. Enfin, cerise sur le gâteau, la soirée se clôturera avec le concert de Lisa Baudouin. Lisa Baudouin qui se joue tout aussi bien du rock, du jazz, de la chanson, du classique que de la pop. Elle triture son instrument comme pareil, elle va chercher des sons extraordinaires. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder un extrait. La première nuit du piano avec Lisa Baudouin, Béatrice Beyrout et Aline Piboul, ça se passera à l'Adagio à Thionville, samedi 26 février à partir de 19h, à ne manquer sous aucun prétexte. Et clôturons cet agenda culturel avec du théâtre cette fois et la 3e édition de Mécleuve en scène qui va vous permettre de découvrir toute une série de spectacles éclectiques, comédie, drame, théâtre d'improvisation, seul en scène, spectacles musicaux, il y en aura pour tous les goûts. L'envie est vraiment de vous faire découvrir le théâtre, un théâtre de qualité qui s'invite à Mécleuve. Au programme également des expositions et bien sûr, il y aura sur place de quoi se restaurer, passer un bon moment en toute convivialité. Notez bien les dates, ça se passera les 4, 5 et 6 mars du côté de Mécleuve. Que s'est-il passé ces 2 derniers mois dans la boîte à malice? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite avec un récap haut en couleur. Au programme, le portrait du photographe Mathieu Kedzierski, un extrait d'entretien avec le comédien Hugo Becker, du jazz avec Murat Osturk, de la science-fiction avec Cédric Taillefer, ou encore une sélection littéraire de la librairie Le Roseau Pensant. Tout cela, c'est dans la boîte à malice. Et on se retrouve juste après pour le clip de la semaine. Un poisson qui donne la sensation de voler dans l'espace, des rotatives qui se font voie lactée,
Sans nul doute, les photographies de Mathieu Kedzierski invitent à regarder au-delà. Car le photographe aime se laisser surprendre pour mieux surprendre à son tour. Photos prises sur le vif ou posées, les thèmes explorés sont sans limite et l'envie de questionner le spectateur incessante. Ce qui m'intéresse, c'est de brouiller un petit peu les lignes et d'avoir une approche, un questionnement de la part du spectateur des photos que je veux montrer, qui conduisent à se demander qu'est-ce que c'est, où c'est, quand ça a été pris. Et je retrouve ce modelé-là, celui qui m'intéresse, qu'avec ça, mon appareil de tous les jours, un Rolleiflex, un moyen format. C'est une approche autant qui est très différente déjà dans la prise de vue. Parce qu'on regarde les choses de haut, on regarde dans le viseur cheminée. Voilà. On est beaucoup plus discret dans la prise de vue aussi, puisque on dévisage jamais le sujet photographié, on est toujours penché, on est toujours incliné. Et puis on a 12 poses en moyen format, on a 12 poses de pellicule argentique, donc on gâche pas de la pellicule, on photographie pas en rafale, on calcule les choses. Donc c'est déjà une approche au temps qui est beaucoup plus lente. Prendre le temps pour mieux le figer, car avec son appareil photo argentique, Mathieu Kedzierski nous fait voyager à l'époque de son choix. Une sensation d'être plongé dans les années 20, 30, 50. Et pour y parvenir, les différentes techniques artisanales de tirage, avec lesquelles il joue également, ont un rôle prépondérant. Gomme citratée, tirage au carbone ou encore tirage litre sur du papier des années 60, les expérimentations sont nombreuses. Et pour ce chêne remarquable de Venon, en Isère, il a même privilégié un tirage sur bois. J'ai réussi, après quelques essais, à coucher une émulsion qui tenait sur un panneau de particules. Et l'idée, c'était aussi d'apporter quelque chose en plus, au-delà du simple cliché. Là, ce que je veux dire aussi, c'est que tout arbre remarquable qu'il soit, il peut aussi finir en panneau de particules, comme c'est souvent le cas pour nos chênes, qui partent un peu partout dans le monde. Et voilà, ça boucle un peu la boucle. Et pour boucler la boucle et mettre ses idées en photo, Mathieu Kedzierski maîtrise la chaîne de création de bout en bout et n'hésite pas à varier les techniques dans son labo. Je m'aventure dans des choses qui sont d'habitude plutôt pour les peintres, du gesso, de la gélatine pour pouvoir faire mes tirages, mes gommes citratées. Par exemple, ça c'est de la gomme citratée. On a d'autres techniques comme par exemple ici le cyanotype, les fameux bleus de cyanotype, du tirage litre dans une rue de Montréal et puis pas mal de choses, des tirages au pinceau et des tirages un peu d'urbex. Être créatif, inventer ou encore collaborer avec d'autres plasticiens, voilà ce qui anime Mathieu. Les projets ne manquent donc jamais à l'appel. À venir, un travail réalisé sur des feuilles d'encyclopédie ou encore une série sur Venise qu'il exposera dans quelque temps à la vitrine éphémère à Metz, une galerie et une association dans laquelle il s'investit. Alors laissons-le à ses bains et ses agrandisseurs afin qu'il nous révèle sa vérité. Il n'y a plus qu'à exposer. Et c'est parti. L'exposition est terminée. On y va, on met ça dans notre bain. Et maintenant l'image va apparaître. Donc voilà le rendu final. Moi, ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est ce rideau. C'est pas tellement le personnage en fait, c'est ce rideau. Et puis la façon dont la lumière tombe autour de la gondole. On l'égoutte bien. C'est parti pour le rinçage. We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my... Quel est le rôle, parmi tous ceux que vous avez interprétés jusqu'à présent, dont vous êtes le plus fier? C'est La nuit juste avant les forêts, je crois, que j'ai joué De à Bernard-Marie Metz, Coltès. de Bernard-Marie Coltès, que j'ai joué ici, à Metz, et dont on a fait ensuite un film en plan séquence. Déjà parce qu'en travail de comédien, c'était assez fou, parce qu'on se plonge pendant 1h30 dans un texte d'un type qui est un laissé pour compte, qui fait que des digressions, qui est complètement... qui est clairement éméché, plus qu'éméché même, et puis qui est brisé aussi. Parce que je suis comme ça, moi.
Moi, j'aime pas s'il vous rappelle que vous êtes étranger. Moi, je peux aimer que sur les ponts et les berges. Je peux parler que sur les ponts et les berges. Ailleurs, je suis comme mort. Moi, mon nom, c'est Mama. Mama, Mama, Mama! C'était passionnant à faire. J'ai appris plein de choses dans mon métier, dans ce rôle-là. À côté de ça, c'était extrêmement intense. Mais en plus, le sujet et ce que ça raconte, ça me plaît énormément en fait. Si on écoute le texte, on se pose des questions quand même de comment on fonctionne en société, voilà, et qui on est aujourd'hui, comment on vit, mais ce qu'on pourrait devenir. Je trouve que cette pièce, c'est un rappel à l'ordre qui est important en fait, et d'avoir souvent en tête. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce rôle-là aussi. On vous retrouvera bientôt sur les planches ici à Metz, à l'Opéra? Ouais, en fin d'année, normalement. Toujours avec Paul-Émile Fourny? Toujours avec Paul-Émile Fourny, parce que je le déteste. Non, ça va être. Je me réjouis à l'avance. C'est souvent. C'est des beaux moments de vie à chaque fois. Quel sera le nom de la pièce? La pièce s'appellerait, elle s'appelle, hein, parce qu'on va pas changer le nom, Variation énigmatique d'Éric Emmanuel Schmitt. D'accord. Voilà. On a hâte de la voir. Je vais poursuivre avec les autres rôles. Quel est le rôle le plus royal que vous ayez interprété? Je viens de jouer Henri II. Donc oui, j'ai joué un c'est roi vrai. il y a peu de temps. C'est quand même de la gueule. Je me suis dit, tiens, c'est quand même de la gueule. Dans la série Diane de Poitiers, c'est ça? Ouais, exactement. Aux côtés d'Isabelle Adjani. C'est une mini-série. Ouais, il y a un casting éblouissant, j'ai une chance inouïe. Il y a Isabelle Adjani, il y a Gérard Depardieu, il y a Olivier Gourmet, Michel Faux, Guillaume Gallienne, Virginie Ledoyen, enfin voilà. Il y a toujours j'en oublie certainement plein et je des suis étoiles plein désolé à les yeux l'avance, pour mais- vous, à chaque fois, Ouais, non, chaque là, nouveau rôle. c'est un rêve éveillé Ouais. d'avoir des partenaires comme ça. Ouais. C'est un rêve éveillé. Et puis de jouer un roi de France, c'est quand même. Enfin, j'avais jamais eu cette chance-là, c'est quelque chose, quoi. C'est le patrimoine historique du pays, donc forcément, ça fait quelque chose quand on est acteur. Parce que on n'est qu'un vecteur, on transmet des idées, on joue des personnages, mais quand on a la chance que ces personnages. Que ce soit des personnages de cette ampleur-là, c'est toujours intéressant. Quel est le rôle maintenant qui vous a donné le plus de fil à retordre? Je vais être obligé de redire La nuit juste avant les forêts, parce que très clairement, c'était un travail énorme en fait. 10 jours avant la pièce, je me rappelle, je me dire, je sais pas si je vais y arriver quoi. J'arrivais à jouer la pièce par bloc, en entier, premier filage, je me suis dit, je vais le planter quoi. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai planté. J'ai appris un truc, c'est à ne pas penser. Je me répétais avant d'entrer sur scène, surtout ne pense pas. C'est bizarre. J'étais convaincu que c'était la solution, et c'était la solution. C'est ce qui me permettait de jouer la pièce, de m'apaiser. Mais si tu réussis à ne pas penser, ça va aller. Parce qu'en fait, le corps a assimilé, il connaît en fait, il vit la situation. Et une fois qu'on démarre dans la situation, on fait abstraction de tout, on s'évade et ça a lieu. Ça, je sais, c'est un souvenir, j'ai vraiment appris ce truc-là, quoi. Le rôle pour la BBC, c'était costaud quand même aussi, il y avait un gros entraînement physique. Le dernier voyage, il y avait un enjeu parce que, en fait, c'était le premier film de Romain. On voulait trouver des choses, quoi. On cherchait vraiment à faire quelque chose d'original dans l'approche, dans les scènes, et puis moi je l'adore Romain et je voulais que son film, enfin j'avais beaucoup de chance qu'il me confie ce rôle-là aussi, et j'avais envie de faire honneur au film, quoi. Tu peux pas rester avec moi, c'est trop dangereux. Si, je reste avec vous. Je vais le retrouver, papa. Salut, petit frère. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi réfléchir. Ça y est? Ça y est quoi? T'as réfléchi? Je crois que ça va pas te plaire. La lune rouge, c'est pas la première fois que sa trajectoire croisait celle de la Terre. Chaque fois, ça correspond à des bouleversements. Mais t'es aveugle ou quoi? C'est pas une coïncidence. A reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose.
Ce sont des livres jeunesse que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, notamment le Bibliobus d'Inga Moore. Inga Moore avait fait un précédent livre où 2 cochons, un élan et une ours décidaient de construire une maison pour vivre en coloc dans les bois. Et nous retrouvons en fait ces compères un peu plus tard dans leur vie. Élan a bâti une famille et finalement ours et cochon sont devenus ses voisins et il a gardé son goût pour raconter des histoires et donc il va comme ça un jour demander à sa voisine, il n'a plus rien à lire, il ne sait plus quoi raconter, il lui demande si elle a un livre, elle lui dit non j'ai pas de livre et puis il va voir tous ses autres voisins, personne n'a de livre, donc il se rend en ville, il va aller à la bibliothèque et il va comme ça rapporter quelques histoires, donc les voisins premier soir, il y a Ours qui vient écouter, puis elle raconte, et puis tous les soirs, ils sont de plus en plus nombreux dans le salon de l'élan à écouter les histoires. Et donc, ça donne une idée à cet élan. Il va aller à la décharge, chercher un vieux bus, il va l'aménager et en faire un bibliobus. Il s'arrange avec la bibliothèque, il le remplit, sauf que quand il arrive, tout le monde lui dit on ne sait pas lire. Donc, il y a cette page qui est d'une beauté incroyable. On a la transmission en fait de l'apprentissage de la lecture et donc finalement tout le monde va pouvoir profiter du bibliobus et c'est un formidable livre qui fait un bel hommage à tous les passeurs de livres, les bibliophiles, ceux qui aiment raconter des histoires et ceux qui aiment les écouter. Le deuxième dont je voulais vous parler, sorti récemment, c'est le nouvel album d'Anne Crozat aux éditions Mémo et c'est donc Une nuit au jardin. En fait c'est un album qui nous invite à suivre une petite luciole la nuit au jardin. C'est un album qui est très contemplatif, où on va se plonger vraiment dans l'image et le texte est articulé de telle manière à ce qu'on ait envie justement d'observer, de regarder. C'est un très très bel album où petit à petit on voit le jour se lever, les animaux comme ça sont pas forcément évidents à voir et ça participe aussi un peu à la lecture de cet album où on va aller chercher, observer, habituer son regard à voir un petit peu plus loin pour vraiment pouvoir observer les animaux. Et en fait, dès qu'on referme ce livre, on n'a qu'une envie, c'est d'aller observer les petites bêtes dans son jardin et de se dire que oui, tout n'est pas si évident. Il faut parfois prendre un petit peu le temps et vraiment être observateur et qu'on peut voir de très 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 belles choses. Murat Ozturk, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Nous sommes chez toi. Tu es musicien, pianiste, compositeur, arrangeur et tu viens de sortir un tout nouvel album, merveilleux album, Aina, un album de jazz extrêmement délicat, enveloppant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en écoutant tous ces titres. Première petite question au sujet de cet album, Aina. Je suis allée taper un peu sur Google. J'ai vu que c'était un prénom, mais j'ai vu également qu'en japonais, ça signifiait amour et en malgache, ça signifiait vie. Mais alors, pour Murat Ozturk, qu'est-ce que ça signifie Aina ? Écoute, moi, j'avais pas ces significations-là quand j'ai voulu appeler cet album Aina. J'avais une signification plutôt perse. Qui, en fait, le mot voulait dire, alors si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, reflet, miroir. D'accord. Et c'est ce qui me plaisait dans ce nom, au-delà de la sonorité du mot que j'adore, Aina. Et quand j'ai vu effectivement que ça voulait dire vie, etc., je me suis dit, mais oui, c'est le meilleur titre que je puisse trouver pour cet album, donc absolument. C'est vrai qu'il y a une ambiance, je le disais, c'est extrêmement délicat, enveloppant, intimiste, et rien qu'en lisant le nom des titres de l'album, on a par exemple La vie rêvée, Spirale, Travelling, Intérieure nuit. Tout de suite, un peu le ton est donné. Toi, dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as composé ? Eh bien, tu vois, par exemple, Travelling, Intérieure nuit, ce sont aussi des termes qui sont liés au cinéma, à l'image. Et en fait, je crois que je me projetais des images. En fait, je courais après des images que je me créais en moi. Il y a aussi un titre qui s'appelle Polar, par exemple. Donc, je crois que j'avais des images plutôt noir et blanc. D'ailleurs, l'album est en noir et blanc, tu vois, sans vraiment pouvoir te dire quelle image exactement, mais j'étais plutôt dans une humeur un peu comme ça de cinéma.
Ça veut dire que tu composes peut-être un peu chaque chanson comme une scène de film, ou que tu l'imagines comme un film, ou peut-être d'ailleurs même en imaginant que ces titres pourraient illustrer peut-être, pourquoi pas, un film d'un réalisateur? Mais c'est ça, en fait, j'imaginais des scénettes de films, des ambiances, des humeurs. J'ai voulu que chaque titre soit justement des scènes différentes d'un film voilà, qui s'appelle Reina, tu vois. Tu parlais de la notion de miroir, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une histoire de reflet aussi? Est-ce que du coup tu as joué avec ça, avec une part de toi aussi peut-être qu'on ne connaît pas? C'est quelque part, oui, j'imagine, c'est une question difficile, mais en tout cas j'ai voulu être sincère. Là, ce que je sais, c'est que j'ai vraiment voulu être sincère sur cet album-là. Et donc cette idée de miroir, je pense que voilà, on se regarde dans un miroir et on est vrai, quoi. On ne peut pas mentir, quoi. Je n'ai pas voulu mentir sur cet album-là. Donc effectivement, donner le meilleur reflet de moi-même. C'est tout un monde de science-fiction qui s'invite depuis toujours dans l'imaginaire de Cédric Taillefer. Un univers bigarré auquel il donne vie par l'illustration. Sur ces toiles, dont on pourrait croire qu'elles sont peintes, des créatures d'un autre temps nous invitent à la rêverie. Il y a plein de prismes pour aller vers l'imaginaire en fait. Et pour moi, la création, c'est de voir quelque chose, voir la réalité et être capable de l'interpréter différemment, éventuellement de la déformer, peut-être simplement de la voir sous un autre angle. La création, c'est une capacité d'interprétation et d'émerveillement infini en fait. Un émerveillement et une curiosité qu'il cultive dès l'adolescence, en découvrant des films comme Star Wars, Dark Crystal ou The Thing de John Carpenter, avant d'élargir son horizon à l'art au sens large et d'intégrer une école d'infographie. Cette dernière lui permet de maîtriser une technique et de matérialiser ses idées, comme son Méloasis, un oasis mélodique pour le moins étrange. Tout ce que vous voyez là est fait à partir de photos, de X photos que j'ai prises. Ici, ces petites créatures étranges, j'ai photographié mon oreille à la base pour les faire. J'aurais mis des petites pattes, etc. Et donc je les ai intégrées dans le décor. Le décor lui-même est fait de... Il y a des petites plantes grasses, des coquelicots que j'ai... Alors tout ça a été très transformé, hein, bien sûr. Et puis une photo d'une dune, voilà, de désert. Et pour en arriver à un tel résultat, il y a des jours et des jours de travail, bien sûr, et ce temps passé en amont à collecter 1001 objets, a priori ordinaires, mais qui, passés entre les mains de Cédric Taillefer, révèlent l'extraordinaire. C'est presque un cabinet de curiosité. Par exemple, cette petite voiture que j'ai élaborée à partir d'un coquillage et de pièces de voitures miniatures, mais aussi de petits morceaux mécaniques. Ça, c'est un ressort de stylo. Une voiture qu'il va ensuite inviter dans ses créations, comme une carotte martienne récoltée dans son jardin, ou encore une autre de ses oreilles complètement transfigurées, autant d'éléments qui peuvent surprendre. Moi, ça me plaît assez qu'on ne sache pas exactement... ce que c'est, ce que ça évoque comme sentiment, qu'on soit un peu troublé en fait, comme on peut être troublé au sortir d'un rêve qui était en même temps curieux, un peu drôle si on prend du recul. Et quand on lui demande ce qu'il ressent en créant, c'est comme un trip, rentrer dans un trip. Moi j'ai pas besoin de prendre de drogue parce que franchement j'ai ça quoi, en gros. La science-fiction est la création source d'évasion et de plaisir infini, car Cédric Taillefer publie aussi des textes courts et des nouvelles fantastiques à compte d'auteur. Il s'essaie même parfois à l'animation. Les portes de son monde intérieur vous sont grandes ouvertes. Embarquement pour l'ailleurs immédiat. La Moselle compte décidément de très beaux artistes. Pour faire leur connaissance, je vous invite bien sûr à voir ou revoir la boîte à malice. Elle est disponible en replay sur notre site www.moselle.tv ou sur notre chaîne YouTube et bien sûr tous les mercredis à 19h. L'heure est déjà venue de nous quitter en musique comme toujours avec aujourd'hui un groupe qui envoie, Deficiency, un groupe de métal originaire de Forbach. Il va sortir son 4e album le 11 mars prochain, mais en attendant vous pouvez d'ores et déjà découvrir un premier single et avec lui un premier clip entièrement tourné au Parc Explore Wendel de Petite Rosselle. Et pour cause, l'histoire de cette chanson, c'est l'histoire d'un drame vécu par un mineur, image sublime à la clé. Allez, bye bye. Against the wall of the sensation of power.